Bonsoir et bienvenue aux Chroniques de l'Inde. On va attendre un tout petit peu de voir si des gens... il est 15, c'est ça? Il est à peine 15. Donc on va attendre un petit peu pour rentrer dans le vif du sujet, voir si des gens, pour laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Vous allez bien sinon? Moi ça va super. Voilà, un peu fatiguée, mais comme après une journée intensive. Oh, cette prof en congé qui se plaignent tout le temps, oh, une vie fatigante, oh là là. Incroyable. Et sinon, toi, Carmela, ça va? Moi, ça va. Je suis content de commencer cette émission. Voilà, on va un peu essayer de voir de quoi on parle, si nous intéresse. La musique. Vous avez de la musique en même temps, je pense. Où est la musique? Alors, il faut que tu ailles sur le... Là. Non, plus bas. Là. Plus bas. Là. Sur la droite. Là, plutôt trop loin. Là. Juste en dessous. Sur la barre des tâches. Là. Voilà, merveilleux. Je vais pause. Oui, super. Je maîtrise tout à fait les outils de stream. On maîtrise tous tout à fait les outils de stream et on est au point. C'est pas du tout notre deuxième live. Je pense qu'on peut y aller, hein, Carmela, voilà. Quand tu et donc on va commencer ce premier épisode des Chroniques de l'Inde. Donc notre idée, c'est vraiment, comme on adore le jeu de rôle, on voulait en parler plus et aussi on voulait normaliser le fait de parler de sa campagne. Parce que souvent on dit que sa propre campagne, il y a tellement de private jokes, tellement de références qu'on n'en parle pas, alors qu'on vit plein de trucs épiques ensemble et que franchement il y a moyen d'en parler. Et donc l'idée c'est, on va parler de jeux de rôle de façon générale, mais il va aussi avoir un moment où on va parler de notre campagne la plus longue, celle de la compagnie d'aventuriers qui s'appelle la Compagnie des Astres, parce qu'on aime bien les super jeux de mots. Et donc sans plus attendre, on va commencer par le résumé de la première session de la Compagnie des Astres qui a eu lieu il y a à peu près 6 ans maintenant, 5 ans et demi, ouais. C'était en septembre 2020. Comme quoi, après le confinement. Voilà. Et donc, sans plus attendre... Attendez 30 secondes, je suis désolée, je pense que le stream sur YouTube ne s'est pas lancé. Est-ce que tu peux aller sur le... Là. Exact, oui. Si, ça a l'air d'être ok. Passez au direct là au-dessus, en haut à droite. Ah, bah oui, j'oublie à chaque fois de cliquer sur ce petit bouton. Et nous voilà, nous sommes en direct même sur YouTube, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux revenir sur OBS Studio? Est-ce que tu peux revenir sur OBS Studio? Merci, oui c'est ça. Merci, parfait. On reprend comme si il ne s'était rien passé. Carmela, est-ce que tu peux reprendre pour être sûr? Oui, dire je reprends au début. Mais... Et donc, bienvenue aux Chroniques de l'Inde. Donc c'est dans cette série, on va essayer on veut parler du jeu de rôle. Vous savez, c'est notre passion et on veut vraiment essayer de parler du jeu de rôle dans tous ses aspects. Et notamment, on veut pouvoir partager nos campagnes et principalement notre campagne au long terme, la campagne de la Compagnie des Astres. Et on veut pouvoir normaliser le fait de parler de ces campagnes, de ces aventures en jeu de rôle et aussi d'un peu parler de pourquoi on fait du jeu de rôle, ce qui nous intéresse, ce qu'on fait, quels sont nos hobbies secondaires par rapport au jeu de rôle et un peu tout ça. Et sans... oui, mais c'est pas grave. On ne peut pas en compter. Et sans plus attendre, le résumé de la première session de la Compagnie des Astres. L'auberge du Rossignol. Une vieille auberge ayant connu des jours meilleurs dans un village de montagne. Adélaïde, Cray, Mara, Victor et Nadar y dorment. Une tempête s'abat sur le village et les fenêtres tremblent sous le poids de grelons de plus en plus conséquents. Soudain, le toit craque et un cristal de glace s'abat sur Nadar, le drachéide bleu, et manque de le tuer. Des gobelins se jettent à l'assaut de nos aventuriers et des autres occupants de l'auberge. Nos aventuriers parviennent à tuer les gobelins qui essayent de venir les assassiner qui ont essayé de venir les assassiner dans leur sommeil et attrapant une partie de leur équipement se jettent à l'assaut des autres gobelins qui menacent le personnel du Rossignol et les derniers clients à cette heure tardive. Après avoir vaincu les gobelins qui les ont attaqués, ils se sont
ils ont capturé un gobelin et l'ont interrogé. Ce gobelin leur a signalé qu'ils avaient des glyphes sur eux qui leur donnaient la bénédiction du glacé, qui était leur maître et qui leur permettait ainsi de naviguer au travers des tempêtes de glace sans être frigorifiés. Et ils ont appris que le glacé se trouvait sur un lac givré qui surplombait le village de Pide où ils se trouvaient. Et donc ils sont retournés dormir après s'être rapidement soignés. Le lendemain matin, le seigneur du village, un certain Warwick, est venu les trouver et grosso modo leur a raconté n'importe quoi en disant que les assauts venaient de ruines naines et non pas de la forteresse du glacé telle qu'il l'avait appris pendant la nuit. Ils ont discuté avec l'aubergiste Annabelle et ont découvert que sa fille Sémire avait été kidnappée par le glacé. Et avec l'aide d'Annabelle, ils ont réussi à se faufiler, à se débarrasser des gardes encombrants de Warwick et se sont lancés à l'aventure en direction du lac surplombant le village, à travers des précipices, une série de roches instables à escalader. Et tout près du lac, ils trouvèrent des huttes, des espèces de boîtes en bois étanchéifiées, étranges constructions, dont ils comprirent l'utilité quand, sur le lac, ils virent qu'il y avait tous des blocs de glace qui, visiblement, avaient été formés dans ces boîtes de bois pour permettre la création de cette forteresse. Cela sera l'assaut de la forteresse. Il y avait différents points de focalisation qui permettaient à l'élémentaire de rester sur place et de gagner ses pouvoirs. Et comme ils étaient trop faibles pour le battre directement, ils durent s'attaquer à ces points de focalisation pour permettre la destruction de la forteresse. Et l'élémentaire a fini par disparaître, et ensuite ils se retrouvèrent à devoir tirer Nadar sur un espèce de chariot improvisé, car la bataille l'avait tellement épuisé que notre Drachéide a dû être tiré par ses compagnons. Et ça, c'était la fin de notre première session. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette première session, ça devait être un one-shot. Et 6 ans après, on est toujours en train de jouer cette campagne. Avec ce même personnage. Et je me souviens de cette première session. Ouais. Je peux pas dire pareil des 5 années dedans. Ouais. Mais bon, toutes les sessions ne sont pas censées être non plus toutes mémorables de la même façon. Non, cette première session, comme elle était pensée comme un one-shot, elle était particulièrement épique. Mm-hmm. Tu avais carrément créé un battle set en glace qui fondait au fur et à mesure du temps. Donc c'était vraiment très très impressionnant. Et ouais. Puis mais voilà. Moi, ça c'était aussi le Covid. Non, c'était... c'était on était revenus juste après. On n'était plus en confinement à ce moment-là, mais avant j'avais eu beaucoup de temps. Voilà, ce one-shot-là avait eu lieu en septembre 2020. Donc effectivement, on venait de passer l'été en confinement. Et donc effectivement, j'avais eu beaucoup de temps parce que pour pouvoir faire une forteresse de glace et savoir qu'elle était jouable, j'ai dû la faire une première fois et la laisser fondre en minutant à quelle vitesse les différentes parties fondaient. Et ça, c'est l'application. Ouais. Et puis je l'ai fait une deuxième fois en espérant que ça soit à peu près similaire parce que j'avoue, je n'ai pas fait plusieurs fois pour voir si c'était... Tu l'as quand même fait 2 fois pour voir si t'arrivais au même résultat. Si vous demandez pourquoi on aime bien Carmelo comme MJ, c'est parce qu'il fait ce genre de choses.
notamment. Les expériences mi-culinaires, mi-dégueulasses. Voilà. Ça le connaît, oui, c'est vraiment ça. C'est ça. N'en a pas fait qu'une, en effet. La deuxième se trouve dans Les Songes des cieux brisés. Effectivement. Ce qui m'a aussi pris, pas autant de temps que faire une forteresse de glace, mais pas mal de temps aussi. C'est ça. Oui. Est-ce que tu te souviens... Est-ce que tu te souviens, parce que c'est toi Manon qui avait proposé qu'on fasse un one-shot, est-ce que tu te souviens du... Je me souviens parfaitement du contexte, donc en fait on est tous amis à la base, avant de faire du jeu de rôle ensemble, on avait quand même déjà des points communs et ça faisait longtemps moi que j'avais plus fait de jeu de rôle, j'en avais refait avec d'autres amis mais pas du Donjons et Dragons. Donjons et Dragons j'en avais plus fait depuis... au moins 10 ans, probablement plus. Et on parlait avec Raphaël, Donna et d'autres en se disant tiens, il m'avait dit qu'il voulait faire du jeu de rôle, notamment Raphaël. Je sais plus si Donna tu faisais partie des gens qui voulaient faire du jeu de rôle. Pas nécessairement, mais à la base moi je connaissais pas du tout le jeu de rôle et j'avoue comme la majorité des gens je crois que j'ai connu avec Stranger Things, j'ai fait c'est cool de vivre une histoire. Raphaël voulait faire du jeu de rôle et donc je lui ai proposé de trouver un MJ. Et donc j'ai demandé à Carmelo s'il était d'accord de faire un one shot pour montrer ce que c'était le jeu de rôle. Maintenant c'était prévu comme un one shot mais on avait quand même créé nos personnages suffisamment que pour se dire qu'on pouvait les amener plus loin. Et moi je venais de commencer à regarder Dimension 20, ça faisait aussi 10 ans. Dimension 20 c'est un gros truc de jeu de rôle côté anglophone. Effectivement, cette figurine et les deux gros dés, c'est tout de Dimension 20. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Et donc voilà, j'étais particulièrement motivée par l'idée aussi. Ça fait plus de 10 ans que je n'avais plus fait de jeu de rôle, donc j'étais vraiment motivée. En plus, comme je l'ai dit, comme au moment de préparer le one-shot, c'était le confinement, j'avais effectivement beaucoup de temps pour le préparer. Et donc là, après avoir demandé ce qu'ils aimaient comme univers et tout ça, j'ai essayé de créer l'univers pour la campagne. Et comme je savais que beaucoup des joueuses et des joueurs ne connaissaient pas particulièrement l'univers, j'ai essayé de créer un univers où leurs personnages avaient de bonnes raisons de ne pas spécialement connaître l'environnement où ils se retrouvaient. Et donc c'est pour ça que j'ai créé, en hommage d'ailleurs à Dimension 20, la guilde dont ils font partie au départ, c'est la guilde des Intrépides Héros, parce qu'ils viennent d'une principauté extrêmement conservatrice avec d'énormes frontières magiques et la plupart des gens de la principauté ne connaissent pratiquement rien du monde extérieur. Et donc ça permettait de façon facile et de justifier dans l'univers que quand vos personnages débarquent à Hopi, débarquent dans leurs premières aventures, tout est nouveau pour eux et il n'y a vraiment pas de friction entre ce que vos personnages connaissent spécifiquement sur l'univers en dehors de la principauté et ce que vous, en tant que joueuses et joueurs, connaissez. Oui, ça c'était bien parce qu'en effet, il n'y avait pas besoin d'avoir de prérequis de connaissance d'un univers particulier ou quoi, parce qu'en effet, on n'a pas du tout tous les mêmes choses qu'on regarde ou qu'on lit ou qu'on consomme comme contenu. Et donc là, au moins, on était sur quelque chose de neutre et sur lequel on était tous en train de découvrir, quoi. Personne ne savait ce que ça allait être. C'était bien. Ben oui, et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à noter, c'est lorsque c'est pas obligé d'être un univers fictionnel, enfin c'est pas obligé de créer soi-même son univers, mais je pense que quand on fait essayer de nouvelles joueuses, de nouveaux joueurs au jeu de rôle, c'est bien d'avoir, en tout cas pour certains des personnages, une explication, une justification qui permet de dire cet endroit, vous ne le connaissez pas, donc votre personnage ne le connaît pas spécialement non plus. Je trouvais que ça c'était effectivement quelque chose de sympa et c'était effectivement
notre première session qui a duré quand même un certain temps, cette première session. Tu en as des souvenirs, toi, Donna? Je me souviens que Nadar s'est fait écraser et je me souviens juste que c'était la découverte du truc et donc c'était très euphorique, mais sinon je me souviens même pas de combien de temps ça a duré. Moi non plus, je me souviens pas du temps que ça a duré, mais je suis d'accord avec toi, c'était très euphorique. On savait pas trop ce qu'on faisait, on essayait de faire des trucs, on avait tous envie d'essayer de faire des trucs cool parce que on avait envie que nos personnages fassent des trucs cool, quoi. Et c'était la découverte un peu en mode, il y avait de la recherche pour trouver qui était le vrai méchant et trouver comment sauver la personne, etc. et tuer l'élémentaire, et en même temps tester, comme tu as dit, lancer des sorts ou tester des acrobaties, des trucs comme ça, et c'était nouveau. Et donc c'est vrai que quand tu lances un sort pour la première fois et que tu fais un bon jet et que ça frappe et tout, et t'es en mode ouais, j'ai frappé quelqu'un. C'était quand même un combat assez dangereux, puisqu'on pouvait à tout moment tomber dans l'eau et globalement mourir, puisque c'était glacé. Nadar s'est jeté volontairement dans l'eau et a failli mourir. C'est pas la première fois. Enfin, moi, c'était la première fois. Je me souviens avoir failli mourir aussi, parce que justement, en termes d'acrobatie et tout, j'essayais de faire des trucs. Et puis c'est vrai que quand on part dans l'idée plus que ça one shot, tu testes un peu plus des trucs, tu dis bon, au pire je meurs. C'est ça, c'est pas grave. Ouais. Là maintenant, je crois qu'on est un peu plus accroché à nos personnages, on aurait un peu plus de mal à se dire au pire je meurs. On essaye quand même toujours de le faire à fond, mais on n'a pas envie qu'il meure. C'est ça. Et au pire, maintenant, Mara peut ramener les gens à la vie. Donc... Ouais, mais parfois, c'est pas possible. Parfois, c'est juste... Voilà. Mais c'est pas encore arrivé. Et heureusement. Ça n'arrivera pas tout de suite. Parce que Carmelo est gentil aussi, comme elle dit. Après, Donjons et Dragons, c'est pas le jeu qui est le plus punitif dans les jeux de rôle qui existent. Il y a suffisamment de façons de ne pas mourir. Enfin, il y a les jets de sauvegarde contre la mort, et puis il y a les clercs qui peuvent ramener à la vie. Donc il y a tout un tas de choses quand même qui permettent. Puis il y a le MJ qui peut trouver un Deus Ex Machina pour dire finalement tu n'es pas mort. Je vais m'écarter 30 secondes du live parce que il faut brancher l'ordinateur. Ouais, si on veut qu'il ne meure pas, c'est mieux. C'est vrai, si on veut rester en live. Oui, et donc effectivement, pour quand même dire que comme on avait créé les personnages, comme j'avais créé l'univers, c'était dans mon esprit qu'on pouvait continuer, cette aventure. Et effectivement, on en parlera plus en avant les prochaines fois, mais on a joué, je pense, 1 ou 2 semaines après, directement, parce que tout le monde était vraiment très enthousiaste. Et ça, c'est pas toujours évident de trouver son groupe et de trouver... Vas-y. Et de trouver un groupe avec qui on va aimer jouer. Mais là, on avait la chance, c'est que c'est un groupe où on se connaissait tous depuis très très longtemps. Donc ça, si vous avez l'occasion de convertir un de vos groupes d'amis en groupe de jeux de rôle, je ne peux que le conseiller, parce qu'au moins, on sait ce qu'on aime bien. Et... Ouais, après, c'est très bien. Ce qui fonctionne bien aussi, je pense, c'est que t'es maître du jeu, mais t'es là pour nous guider, tu nous imposes pas vraiment beaucoup de trucs, et en même temps, on joue vraiment ensemble, quoi. C'est pas toi contre nous ou ce genre de truc, et donc on construit vraiment l'histoire ensemble, donc c'est détendu aussi. Bon, alors, déjà entendu des gens qui ont essayé le jeu de rôle et qui après ont abandonné, c'est parce que c'est en mode il y a mon histoire, elle est écrite et il faut y aller, alors que au final c'est pas si grave si on dévie, quoi. Oui, mais ça, je pense que c'est important de dire que le MJ, en fait, c'est une joueuse, c'est un joueur comme les autres. Donc, qui fait tous les PNJ, déjà. Oui, mais que sinon, le but, c'est de construire une histoire ensemble, et que même si on peut amener plein de choses dans l'univers, et que on est aussi un joueur comme les autres, une joueuse comme les autres, donc c'est normal que ce qu'on ait envie, il faut quand même que ça soit pris en compte, mais les protagonistes, c'est les PJ, et du coup, le focus sur l'univers, ce qui va être mis en avant, c'est ce que les PJ font, ce qui intéresse les PJ, et donc
voilà, je sais bien qu'effectivement, il y a des MJ qui ont beaucoup plus envie que quelque chose de spécifique se passe, mais ça, c'est pas mon approche. Après, je crois que ça dépend. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Un, c'est ça dépend ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire un one-shot, vraiment un one-shot, c'est un peu plus logique de guider un peu plus parce que si tout à coup on vous propose de complètement dévier, forcément pour un one-shot, vous n'avez pas forcément construit un univers complet et vous êtes un petit peu plus dans des rails parce que même si ça doit tenir sur 2 heures, on ne peut pas revenir 3 fois parce que c'est le seul moment où on peut se voir. Je crois que là, c'est un peu plus justifié d'avoir un MJ qui est plus directif. Mais là, puisque c'est une campagne où on sait que on sait qu'on est au moins reparti pour environ 1 an ou plus de jeu, on peut un peu plus voir ce que nous on a envie de faire, parce que les motivations de nos personnages, plutôt que juste ok, l'histoire elle est là et elle est dirigée comme ça. Et puis je pense aussi un truc, c'est tout le monde n'a pas la même approche du jeu de rôle et tout le monde aime pas faire le jeu de rôle de la même façon non plus. Il y a des gens qui vont être très forts sur juste la bagarre, on va vouloir jouer à la bataille et ce qui les intéresse c'est de taper sur les gens, etc. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés par l'histoire qui est autour, etc. Mais l'histoire amène à une bagarre, c'est ça, la bagarre ça amène à une autre bagarre. À une histoire aussi. Parce que parfois l'histoire se déroule durant la bataille aussi, oui. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et je crois que même rien que nous deux, on a des profils très différents de joueuses, puisque déjà, moi je prends des notes tout le temps. Oui, et on remercie Manon pour ça. Étant donné qu'en plus j'étais la seule qui avait déjà fait du jeu de rôle dans le groupe quand on a commencé, j'ai pris un peu ce rôle de prise de notes, mais de toute façon, moi j'aime prendre des notes pour savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir retrouver le nom de Warwick 12 sessions plus tard, parce qu'on sait qu'il nous a cassé les pieds, Warwick. Et j'ai écrit dans mes notes, Warwick, il est vraiment pas cool, ou des choses comme ça. Et je sais que Donna, par contre, est un peu plus... je pense à ça 5 ans et demi plus tard, on y sera encore. Donc moi, je n'ai pas noté. J'ai commencé à noter il y a peut-être 1 an, je crois. Mais les trucs qui concernent mon personnage, ça. Pour pas que j'oublie les trucs qui concernent mon personnage. Voilà, donc on a des profils très différents et c'est pas un problème. Et c'est chacun joue comme il le sent aussi. Et on s'amuse bien tous ensemble, ça compte. Tout ce qu'il faut pas, c'est d'avoir quelqu'un qui commence à entrer en interférence avec les autres de façon négative, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait un groupe équilibré quand même. Parce que du coup, on a toi qui prends des notes. On n'a pas nécessairement besoin que quelqu'un d'autre prenne des notes, parce qu'en soi, Carmelo, il a déjà noté certaines choses, notamment les noms des PNJ et pourquoi, comment on les a rencontrés et tout. Et maintenant, on prend des notes par rapport à ce qui nous arrive. Ça enlève un poids chez les autres, parce que j'avoue que moi, je serais un peu perdue si je devais commencer à prendre des notes, et je pense que d'autres aussi. Et du coup, chacun fait un peu quelque chose de différent. C'est ça. Oui, puis oui, je pense que ce qui est bien, c'est que comme on se connaissait, on avait déjà une bonne idée des sensibilités de chacun, mais ça n'empêche que, par exemple, puisqu'on parle de ça, des sensibilités, des intérêts de chacun, il y a 1 an, à un moment donné, on a fait quelque chose de marquant dans la campagne, on a quand même pris le temps, au moment de passer les personnages dans l'édition de 2024 pour voir si tout le monde était toujours intéressé par son personnage, par ce qui se passait, si tout le monde était toujours partant pour continuer la campagne au long cours. Donc, parce que c'est toutes des choses qu'on évoque pour des sessions 0. Donc, les sessions 0, c'est l'idée avant de commencer une campagne, on prend le temps de regarder à la fois par rapport à ce qui nous intéresse comme univers, mais aussi les sensibilités, si on veut des outils de confiance et ce genre de choses. Mais c'est quand même bien, quand on est dans une campagne au long cours, de temps en temps prendre le temps pour discuter, de savoir si tout le monde est toujours aussi enthousiaste. C'est ça. Oui. Cool. Tu avais un autre point dont on voulait discuter? Non, moi je n'avais rien d'autre, je pense. Ok. Moi je propose, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage de Mara? Oui. Moi j'aime bien les noms faciles à retenir, déjà. Et puis, Carmelo il avait super bien préparé ça, il nous avait envoyé toutes les classes possibles, toutes les races, etc. Avec des trucs que tu avais inventés aussi.
par exemple, Mara, c'est une Claire de Casmata. Et Casmata, c'est une déesse que tu as inventée. Ouais. Déesse des gens perdus qui cherchent une voie, un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que je me dis, tiens, ça peut être bien pour commencer, d'avoir un personnage qui lance des sorts, mais en même temps, je trouvais que Claire, c'était plus simple que Rafi fait un mage, où il doit avoir des parchemins, des trucs comme ça a l'air compliqué à gérer. Alors peut-être ça a l'air compliqué à gérer parce que je ne l'ai jamais fait non plus, mais Claire, ça me semblait plus simple parce que tu as un certain nombre de sorts, en plus tu dois les préparer par jour, donc au moins tu sais, ok, aujourd'hui j'ai ces petites dizaines de sorts là qui sont prêts et c'est tout. Ça fait pas tout un truc à gérer, même si au final il faut quand même les choisir par jour et il y en a beaucoup parmi lesquels il faut choisir. Et c'est aussi parce que maintenant on est niveau 10, donc ça se complique un peu. Mais si on revient sur le niveau 1, c'est sûr. Là, c'est ça, un peu plus niveau simple. 1, et en même temps, il y avait un peu de magie, donc je me suis dit, quitte à être un personnage d'un univers fantastique, autant avoir un peu de magie. C'est juste pour frapper des gens avec un marteau, ça peut se faire dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça changeait un peu. Et je me suis dit, tiens, jouer quelqu'un de calme, de posé, de réfléchi, ça peut être différent aussi. Et sur son histoire, etc., il y avait des choses que tu avais envie de mettre ou pas nécessairement. Moi, j'avais pas envie de m'encombrer à devoir inventer des noms de famille, une histoire, etc. Et je trouve que ça fait vite parfois cliché, ce truc de il y avait une famille mais elle l'aimait pas, ou alors elle a été abandonnée ou quoi. Après, on est 6 autour de la table avec des histoires différentes, donc fatalement, il y a des trucs un peu comme ça. Mais je dis, elle n'a pas de famille, elle travaillait, elle s'emmerdait dans son travail, et puis elle a rencontré Casmata, et voilà. mais elle a un nom de famille. C'est vrai, Mara Stormwind. Parce que pourquoi pas. Ok. Voilà. Et toi, pour Adélaïde? Alors, moi, Adélaïde, je l'ai construit comme beaucoup de choses que je fais dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai laissé tout le monde choisir et j'avais très très envie de jouer soit un mage, soit un clerc, mais il y avait déjà un mage et un clerc. Donc finalement, j'ai fait ce que j'avais pas du tout envie de faire parce que je l'avais déjà fait, c'est un roublard. Mais après, j'adore les roublards. Donc en vrai, j'étais déçue à ce moment-là parce que faire des roublards à petit niveau, je l'avais déjà fait et j'avais pas envie de refaire la même chose, sauf qu'arrivé au niveau 10, il y a plein de trucs vraiment très très cool. Les roublards, c'est vraiment très cool. Si vous avez un doute, jouez un roublard. C'est vraiment très très cool. Et donc, je suis contente quand même d'avoir fait ça, c'est pas du tout un problème. C'est clairement comme ça que j'ai décidé de faire ça. Pour le tour, pour la race, pour la classe, pour l'espèce, il y avait déjà une demi-elfe, 2 demi-elfes. Raph m'a copié, hein. Je tiens à dire, et je profite du fait qu'il soit pas là, le lâcheur, il m'a copié, j'avais choisi avant lui. Après il lui a dit, t'as pris une demi-elfe comme moi. Tout ça pour qu'après les demi-espèces, ça n'existe plus en 2024. Donc il y avait déjà des demi-elfes, il y avait déjà un tieflin, il y avait déjà un trachéide. Je me suis dit, on est dans une principauté où quand même il y avait une grosse partie de la population qui est juste humaine. Donc je me suis dit, elle va être juste humaine, avec une famille banale, dans une ville banale. Ses parents sont pêcheurs et marchands, parce qu'ils pêchent et puis ils vendent le poisson. Et c'est la vie la plus banale du monde, et c'est chiant comme la mort. Et donc, c'est pour ça qu'elle part à l'aventure globalement. Mais oui, Adélaïde est juste une personne banale. Et moi, comme j'avais plutôt envie de me prendre la tête sur son passé, elle a une guilde dans laquelle elle est rentrée, avec des gens qui ont des noms. Elle a un ami d'enfance qui est parti. Il y a des gens qui ont des noms dans tous les sens. On est au courant de ça? Non, pas spécialement, c'est jamais venu dans le truc, mais explique. Mais si on te pose des questions sur ton passé, eh ben j'ai des réponses. Ah ouais, mais personne ne me demande à lui. Non, mais j'ai déjà donné des choses, mais juste, oui, non, il s'appelle Thomas. Nom banal, tu vois. Et il s'appelle Thomas, c'est un ami d'enfance. C'est lui qui l'a appris. Évidemment. Bah, ils étaient dans un village globalement composé d'humains. Et voilà, et lui il était voleur. Et c'est comme ça qu'elle a appris à voler. Enfin voilà. Elle apprend des choses sur la vie de sa partenaire d'aventure. Mais donc, moi je l'ai plutôt créé en comparaison avec les autres. C'est-à-dire que
Il y avait beaucoup des êtres torturés qui n'ont pas de parents, pas de famille, leur vie est triste comme la mort. Je me suis dit, elle va avoir une vie... franchement, sa vie, elle est chouette. Et quand elle retourne voir ses parents, elle est contente de voir ses parents. Et après, Sarah, elle n'a pas de famille, mais elle n'est pas torturée. Hein. Non, elle avait juste un métier chiant. Je pense que les mais autres... oui, Crène, les torturés. Nadar est torturé. Donc voilà, c'était des vies compliquées. Et Finélène est arrivée plus tard, mais elle n'a pas une vie torturée non plus, mais c'est compliqué quand même. Enfin voilà. Et toi, Carmela, ah non. Comment tu cristallise? Ou Zazola? C'est plutôt Zazola, parce que c'est Zazola qui était là. Zazola qui est un nom de couleur, si vous vous demandiez. On l'a appris 5 ans plus tard. Il n'y a que Carmela qui est au courant. Et Manon, voilà, évidemment. Voilà. J'aime bien les nuancer pour chercher des noms de personnages. Je trouve que ça ajoute un droit pour chercher des noms à truc de MJ. C'est ça. Et on a beaucoup de gens qui sont dans les nuances de rouge. Zazola, c'est une nuance de rouge. Non, c'est de mauve. C'est de mauve. C'est de mauve, pardon. C'est il y a du rouge dans le mauve. C'est vrai. On a cerise. Ouais. Mais... On a émeraude. Ça, c'est pas rouge. Mais absolument pas rouge, mais... Ah, de l'émeraude rouge. Voilà, c'est vite fait. Ah. Moi, je n'ai rien d'autre. Est-ce qu'on a des questions sur le... Alors, on n'a chat? absolument pas de questions sur le chat parce que y a personne qui parle sur le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à dire. Des questions sur le jeu de rôle ou quoi. Voilà. Après, moi j'ai des idées de questions, hein, donc c'est pas grave s'il n'y a pas de questions sur le chat. Maintenant, elle fait des interviews toute seule dans sa tête. Tous les jours, je m'interviewe moi-même sur le jeu de rôle et je dis bonjour Manon, alors. Que pensez-vous du jeu de rôle que vous êtes... Non, c'est pas vrai. Donc, moi, ce que je me disais, c'est est-ce que, Carmelo, tu as une classe préférée? Et si oui, pourquoi? Pense-y déjà. Ouais. Je sais ce que tu vas répondre. Non, je sais pas ce que tu vas répondre. Alors, je vais dire Alors, à bas niveau, la classe que je préfère, c'est occultiste. Parce que, étant donné que selon le patron, ça permet vraiment de changer les choses. Sinon j'aime vraiment bien la mage, parce que l'apprentissage des sorts, les différentes sous-classes, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Mais sinon, en fait, étant donné que j'y passe souvent, j'ai l'occasion de faire des one-shots de temps en temps. J'ai par contre pas l'occasion de jouer dans des campagnes. Donc du coup, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, dans le sens où n'ayant jamais joué un personnage et une classe plus de 2 ou 3 sessions, mes avis sont très théoriques, mais si ça se trouve, je pense que si je jouais plus souvent, plus longtemps un personnage, je pense que mon opinion changerait vite. Et toi, Donna, est-ce que tu as une préférence? Tu as joué quelques classes en one-shot ou quoi? Oui. Sur le long terme, j'ai joué que Claire et Bard. Bard, c'est vrai que c'est très drôle en fait. Mais je sais pas si c'est très pertinent, parce que moi j'associe ça plus au caractère que peut avoir le personnage et au côté fun que ça peut avoir. Parce que je sais que Roublard, ça peut être fun aussi. Parce que justement, tu peux te permettre de faire plein de choses discrètement quand ça fonctionne. Et du coup, tu peux faire plein de choses en parallèle de ce que font les autres. Et donc, tu peux faire de la merde si tu veux. Mais c'est vrai que Bard, c'est très drôle. Après, j'aimerais bien essayer Druide, juste pour le contact avec les animaux. Je comprends. Roublard, je suis d'accord sur le fait que ça peut te permettre de faire des trucs sur le côté. Remarque qu'Adélaïde est très sage. C'est vrai. Mais alors, ça c'est mon grand problème, c'est que je voulais jouer une débile. Et puis j'ai commencé à prendre note et donc en fait à me retrouver quasiment chef du groupe sans le vouloir. Elle voulait pas être chef de groupe, elle se retrouve un peu chef de groupe, etc. Et moi j'aimerais jouer un barbare débile un jour. Donc ça c'est ce que j'aimerais jouer. Et puis je sais... dans le one-shot la semaine passée, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais c'est un one-shot c'est faisable. En longue campagne, je ne suis pas sûre que
mon côté de vouloir résoudre les choses, etc. Parce que j'aime bien essayer de résoudre les mystères, va pas reprendre le dessus. Surtout, ça dépend qui t'as avec toi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ça, et dans quel mood l'autre personne est. Parce que moi, mon capacité de déduction n'est pas énorme. C'est aussi la concentration et tout qui font que, bien sûr. Mais sinon, ouais, je suis assez d'accord, un druide, ça doit être très très fun. Un druide, moi je veux faire un druide juste pour invoquer des autres animaux. Parce que ça invoque des animaux et ça invoque des choses. Et l'invocation a l'air quand même d'être extrêmement drôle, mais extrêmement compliqué à gérer. Par exemple, parce que du coup, tu te retrouves à gérer toi plus 12 animaux autour de toi, voir si tu veux même des pixies qui peuvent aussi lancer des sorts. Donc tu lances tes sorts, tes pixies lancent 7 des sorts, et elles sont 7 et tu dois gérer 8 lanceurs de sorts à toi tout seul. Tu te fais une armée. Tu deviens MJ globalement. Donc voilà, c'est pas si facile que ça à gérer. Non, parce que généralement quand tu arrives à faire ça, c'est que les autres joueurs sont aussi à haut niveau et qu'ils ont eux-mêmes des choses à faire, mais généralement un peu plus sur un tour plutôt que sur 8. Mais voilà, il y a des choses un petit peu à voir à ce niveau-là. Et sinon, ouais, Roublard reste quand même un truc que moi j'aime beaucoup. Même s'il y a d'autres classes qui sont... Je crois que toutes les classes ont leurs avantages. Parce que je suis d'accord qu'il y a un côté libérateur dans le barbare où tu te dis, j'ai pas besoin de réfléchir mille ans à ce que je fais. Enfin, moi, à part ce qu'on fait, que ce soit avec les rôlistes, la campagne qu'on a fait, les songes des cieux brisés et la compagnie des astres, ma référence c'est Amour, gloire et dragon, où la barbare, c'est vraiment sa définition, c'est je ne réfléchis pas et j'y vais, et quand elle ne sait pas quoi faire, elle entre en rage. Et je me dis, c'est tellement le bon truc, tu sais pas quoi faire, j'entre en rage et j'attaque, et tu dis, ok, c'est beau. Il n'y a pas besoin de réfléchir mille ans à quel sort est le mieux, est-ce que je le lance à niveau 1, niveau 5, qu'est-ce que je dois faire, mais il faut que je me garde des emplacements. Non, c'est bon, tu frappes, tu fonces dans le tas. C'est ça, c'est globalement l'idée du barbare, en tout cas c'est d'être moins dans la réflexion et beaucoup plus dans l'action. Après, c'est pas toujours évident non plus d'être toujours dans l'action et avoir ce côté où on peut justement un peu reculer et un peu être à l'écart des choses, c'est pas mal aussi. J'aimerais bien aussi un jour jouer un mage, mais il y a beaucoup de choses à gérer aussi. Ouais. Voilà. De toute façon, tout ça, ça implique d'avoir du temps pour jouer beaucoup plus de jeux de rôle. Parce que là, le temps manque un peu plus. On en joue déjà quand même pas mal, même si là, ça fait un moment qu'on a fait un peu plus une pause. On joue quand même déjà assez souvent, mais on joue jamais assez. Bah surtout qu'on fait des one-shots pour découvrir aussi d'autres types de jeux de rôle, parce que là on parle beaucoup de Donjons et Dragons, parce que c'est aussi le plus connu et le plus simple, je pense, pour commencer, mais il y a plein d'autres types de jeux de rôle qu'on a envie d'essayer. Peut-être Never Stop Playing. Oui, il y en a d'autres, oui. Mais il y en a plein. C'est ça. Mais vu que c'est le plus connu, c'est peut-être plus simple pour rentrer dans la matière. C'est en tout cas plus de choses. En tout cas, c'est un univers connu, donc c'est plus simple de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Et puis voilà, c'est aussi une question de... Si soi-même, en tant que MJ, c'est le jeu qu'on connaît, bah, c'est plus facile de l'expliquer. Mais voilà, il y a plein de jeux pour commencer. Tout à fait. Pardon, mais vas-y, maintenant, mais du coup, c'est vrai que si on veut tester plein de choses, bah, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Et surtout, là, on a déjà la campagne de la Compagnie des Astres. Nous, on fait les rôlistes à côté, donc ça prend quand même du temps aussi. Et donc, si on veut faire une autre campagne à côté où on teste un autre personnage, mais du coup, comme tu disais, sur le long terme, pour vraiment être dedans, bah, ce serait du temps en plus. Et à un moment, faut quand même faire d'autres choses que du jeu de rôle pour apprécier le jeu de rôle et pour manger aussi, parce qu'il faut travailler apparemment. Oui, ça il paraît qu'il faut faire, X heures par semaine au moins. Oui. Les rôlistes ne nous rapportent pas d'argent, étonnamment. C'est ça. Quelle surprise. D'ailleurs, en parlant d'un autre système, la prochaine fois qu'on se retrouve pour un live, on jouera à Dune Aventure dans la période. Ça sera un one-shot dans l'univers de Dune. Et donc, ça sera cool aussi. Et bien d'ailleurs, Donna, qu'est-ce que tu connais de l'univers de Dune ? Moi, j'ai lu les 2 premiers livres et j'ai vu les films, évidemment, parce que comme tout le monde, je pense, Timothée Chalamet. Mais donc tout ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus réflexif dans le sens où c'est très de la diplomatie, de la politique, plus qu'autre chose. Je pense pas. C'est en termes de type de personnage, il y a peut-être différentes espèces qui ont chacune une fonction, mais je veux dire,
si tu joues allez, les gros méchants tout blancs et chauves, là, Harkonnen, oui. c'est ça? Bah, il y a plus de chances que tu sois un type barbare que vraiment, genre, très réflexif et tout, mais... De toute façon, c'est sûr que, voilà, enfin déjà, il y a que des humains dans l'univers de Dune. C'est juste des mais voilà, c'est toutes des familles, des maisons nobles, des gens qui sont hyper spécialisés, parce que voilà, c'est un univers très spécifique. C'est un univers où les gens se sont rebellés contre les machines pensantes, donc il n'y a pas d'intelligence artificielle, et donc... mais c'est vraiment très fort, c'est un peu une société médiévale dans l'espace, mais il y a aussi beaucoup de c'est très politique, c'est très une réflexion sur... voilà, c'est un univers de science-fiction, comme beaucoup d'univers de science-fiction, c'est aussi pour pouvoir se projeter et réfléchir à des problématiques contemporaines, puisque... toute la question quand même centrale de l'univers, surtout des films, enfin de Dune, c'est la planète Dune, la planète Arrakis avec l'épice, qui est une métaphore pas très cachée du pétrole, de l'essence et de tout ça. Parce que moi, Manon, elle peut dire... moi, je connais super bien Dune. Donc moi, j'ai une référence pour Dune. C'est pas les livres. C'est deux. C'est pas les films. Non, c'est pas vrai, j'ai deux références. Il y a une des références, c'est d'avoir déjà fait du jeu de rôle Dune. Voilà. Okay. Ma deuxième référence, c'est que dans les années 2000, début 2000, il y avait un jeu vidéo sur ordinateur, vieux d'ailleurs dit, début 2000, quoi. Une grosse tour comme ça avec un gros écran cathodique blanc. Et on jouait à ce jeu quand on allait chez mon grand-papa. C'est très spécifique. Une fois par semaine, on allait là-bas. Je jouais à ce jeu. Je ne connaissais pas l'univers de Dune, mais je sais qu'il y avait des épices et des vers de sable. Et on avait des gros... des moissonneuses. Oui, des moissonneuses. On allait récupérer l'épice. Et voilà, c'est ce que je connais de Dune. C'était simulateur agriculture avant. Globalement ça. Mais c'était Dune. C'était l'univers de Dune. Et donc de temps en temps, on se faisait attaquer par un ver de sable et j'étais là, c'est laid. Ouais, voilà, à part ça. Bon, voilà, j'avais donc une dizaine d'années et je jouais à Dune. C'est donc ça, ma référence de Dune. Mais franchement, t'as les bases de l'univers avec ça. Il y a des épices et il y a des vers de sable. Une épice, non? Enfin, oui, il y a de l'épice. Voilà. Et me demande pas de connaître le singulier ou le pluriel. C'était un jeu vidéo avec les trucs, même l'écriture était pixelisée, tu vois. Donc, ça me sert en plus. Voilà, c'était les débuts des années 2000. On faisait ce qu'on pouvait en termes de jeux vidéo à ce moment-là. Oui, moi c'est ça que je connais de Dune, donc je suis hyper au point pour pouvoir discuter. Donc si vous connaissez pas bien Dune, sachez que la semaine prochaine, moi non plus. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pardon, dans 2 semaines. On n'a pas le temps de faire toutes les semaines de la... Dans 2 semaines, moi non plus. Et du coup, je poserai beaucoup de questions qui vont peut-être paraître un peu bêtes, mais qui vont me permettre de comprendre. Non, mais je crois que Raph ne connaît pas beaucoup non plus. C'est possible. Oui, non pas particulièrement. Je pense qu'il a vu je sais pas s'il a vu les films. Mais donc du coup, oui, effectivement, dans 2 semaines, ça sera l'occasion, parce que ça sera vraiment un one-shot où en à peu près 2 heures, ça sera une découverte, une histoire et des intrigues palpitantes, mais aussi la découverte à la fois du système de jeu et de l'univers pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et donc moi je propose qu'on s'en arrête ici pour aujourd'hui. On s'en arrête ici. Voilà, je ne sais plus parler français. On va s'en arrêter ici pour aujourd'hui. Et ce sera d'ailleurs dorénavant notre façon de terminer un live. On s'en arrête ici. On s'en arrête ici. Alors, 2 semaines.